Yael, qui est ici présente et qui a été au spectacle Nova le 7 octobre et qui, grâce à Dieu, a été une des rescapées. Patrick Cohen, qui est habitant d'un kibbutz proche de Gaza et où le fils était au festival Nova et malheureusement il a été tué ce jour du 7 octobre. Et on va les écouter nous raconter ce qu'ils ont vécu, leur avant 7 octobre et leur après 7 octobre. Et ils sont accompagnés par notre ami Jean-Charles Zerbib, qui est représentant de l'Organisation sioniste mondiale en France, qui est au milieu entre eux et qui prendra également la parole. Juste 2 petites minutes d'introduction, et je ne vais pas être long, parce que c'est pas à moi de parler, mais je sais que ça va vous toucher. Pourquoi? Parce qu'on l'a vécu il y a 1 heure, on a réuni une vingtaine de jeunes étudiants de 17-18 ans. On leur a fait un before, pas un after, mais un before, avec Yael et avec Patrick. Et ce qu'on a entendu, c'était incroyable, émouvant, c'est sûr. Et c'est pour ça que je me réjouis de les réécouter. Et surtout, je les remercie d'être venus en France, et à Strasbourg particulièrement, pour nous raconter ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent encore, et ce qu'ils vont vivre encore dans de nombreuses années, et surtout qu'on puisse bien prendre conscience que ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, c'est pas qu'en Israël que ça s'est passé. C'est pour les Juifs du monde. Ils le diront certainement 1000 fois mieux que moi. Et voilà, c'est important de prendre conscience aujourd'hui que c'est un moment important qu'on vit, et d'écoute et de questionnement, puisqu'on pourrait poser vos questions également à la fin de leur intervention, et ils y répondront du mieux possible. Voilà, je laisse la parole à Jean-Charles, que je remercie de nous avoir sollicité pour accueillir Yael et Patrick. Erev Tov. Il y a quelques heures, c'était encore Rosh Chodesh Adar, alors on peut dire que chez Nichnas Adar, Marbim Besimcha. Et là, on ne vous a pas organisé forcément une soirée de Simcha. Oui, on a organisé une soirée de Simcha, de joie, parce que on va comprendre en quoi, chez nous, la valeur la plus importante est la vie. C'est notre objectif pour ce soir. Merci beaucoup. En tant que délégué de l'Organisation sioniste mondiale en Europe, je suis très très heureux d'être à Strasbourg pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a dans cette salle des amis de longue date, et plus le temps passe et plus la date est longue. Et c'est pour moi très très important. J'ai un certain nombre d'amis qui étaient ici mais qui ont décidé d'aller vivre à Jérusalem. Anou et Rémi Metzger, avec qui j'étais très très proche, et des tas d'autres amis que j'ai ici, et je suis très content. Et je vois même une Khulsa du Bnei Akiva, donc ça veut dire que la jeunesse est là. Tout à l'heure j'ai rencontré, il y avait des EI, donc je sais que les mouvements de jeunesse sont très actifs ici, et j'en suis content. Et je voudrais remercier aussi le grand rabbin d'être avec nous ce soir, et tous les responsables communautaires. Je remercie Maurice Daron, le président de la communauté, qui m'a appelé tout à l'heure. Lui aussi, il était désolé d'être à Paris. En principe, il doit venir nous écouter demain soir à Levallois, puisque nous sommes en région parisienne. En tout cas, merci beaucoup, et merci à Stéphane, parce que, comme vous le savez, il y a ceux qui sont sur la scène, et puis il y a ceux qui font le travail. Ce n'est pas toujours les mêmes. Donc, merci beaucoup à toi, Stéphane, d'avoir tout organisé pour que notre séjour se passe au mieux. D'ores et déjà, je voudrais remercier nos 2 intervenants de ce soir. Yael, qui est venu spécialement d'Israël, accompagné de Patrick. Ils sont venus dans une période difficile où il est difficile de quitter Israël en ce moment, mais parce que nous leur avons demandé de venir rencontrer les communautés à travers le monde. Parce que s'il y a une chose qui est très claire
à partir du 7 octobre, si l'un d'entre vous avait le moindre doute, c'est que nous sommes un seul peuple. Et que quand on s'attaque à une partie du corps du peuple d'Israël quelque part dans le monde, c'est l'ensemble du corps qui réagit et l'ensemble du corps qui est dans la douleur. Les assassins du Hamas, quand ils sont arrivés le 7 octobre, n'ont pas crié à mort les Israéliens, ils ont crié à mort les Juifs. Le sujet que nous avons sur la table, c'est effectivement de savoir comment nous allons, en tant que peuple juif, là où il se trouve dans le monde, pour ceux qui vivent en Israël aujourd'hui et pour ceux qui vivent à Strasbourg et dans d'autres pays dans le monde, comment nous allons réagir. En tout cas, je tiens à vous dire, et je commence par cela parce que ça m'a beaucoup ému. Et je l'ai dit à mes amis de suite, quand je suis arrivé et que j'ai vu cette grande bâtisse que je connais bien, et que j'ai vu ce mât avec ces deux drapeaux, avec ce qui se passe aujourd'hui en France, mettre le drapeau israélien devant cette grande synagogue est un message d'une clarté extrême. Bien sûr, j'ai regardé aussi les visages, tous ces terribles visages, et nous allons en parler ce soir, mais je crois que à travers ce message, à travers ce drapeau, je me serais attendu au moins un troisième drapeau, le drapeau européen. On est à Strasbourg. Non, le choix qui a été fait, c'était le drapeau français et le drapeau d'Israël. Donc d'ores et déjà, on voit ce lien que nous avons ensemble, et je sais que la communauté s'est extrêmement mobilisée, a fait beaucoup d'actions à tous les niveaux et continue à en faire, et je tiens à vous féliciter et à vous remercier de cela, en tant que représentant de l'État d'Israël, parce que, encore une fois, c'est dans ces périodes difficiles que nous savons nous retrouver et nous rassembler. C'est quelque chose que nous avions oublié jusqu'au 6 octobre. Nous avons su nous retrouver et nous rassembler. Et comme disait le grand rabbin Laoul, l'ancien grand rabbin d'Israël, le père du grand rabbin actuel, avec qui j'ai été pendant de très nombreuses années, pendant 25 ans, nous étions le jour de Yom HaShoah à Auschwitz, et il disait chaque année, nous avons su mourir ensemble, mais il faut que nous apprenions à vivre ensemble. Et c'est ça le grand défi du peuple juif, c'est que nous apprenons, avec toutes nos différences, et avec tous les débats que l'on peut avoir, à apprendre à vivre ensemble. Quelle que soit notre manière de voir le judaïsme, quelle que soit notre manière de voir le monde, quel que soit le pays où on habite. Et encore une fois, c'est un combat, parce que c'est un combat qui est pour nous un combat quotidien. Le 7 octobre, comme disent les Gaulois, le ciel nous est tombé sur la tête. Le ciel nous est tombé sur la tête et nous sommes tombés de très très haut. Parce que nous pensions que Tsahal était très fort, parce que nous pensions que nous avions les meilleurs services de sécurité, parce que nous pensions que nous avions le meilleur système qui permettait d'écouter nos ennemis et autres. Nous avons commis ce péché terrible, on dit en hébreu, de marcher le nez en l'air, la ga'ava, et on a oublié le principal, il ne faut pas sous-estimer son ennemi. Nous avons commis une erreur fondamentale que malheureusement nous avons payé très très cher. Et nous sommes, évidemment ce soir, nous avons une pensée pour tous ceux qui ont été assassinés et massacrés le 7 octobre. Nous avons une pensée pour tous les otages. Il en reste encore 134 et même plus, si l'on compte ceux des conflits précédents. Et on sait que beaucoup ne sont peut-être plus en vie, mais nous avons une responsabilité en tant que peuple juif de les ramener à la maison, et ça va coûter très cher. Et il faut être prêt à cela, ça va être très très difficile. Et nous sommes solidaires aussi de ces 120, 150, 180 000 personnes qui ont été déplacées du sud et du nord. Vous avez entendu parler des réfugiés israéliens. Vous savez que tout le nord d'Israël a été dépeuplé. Vous savez que toute la population autour de la bande de Gaza a dû quitter, soit parce qu'il n'était pas en sécurité, soit parce qu'il ne pouvait pas. Eh bien, Israël a fait son travail, non pas d'aller demander des sous à l'UNRWA, on en reparlera,
mais grâce à la solidarité des Juifs à travers le monde, de s'occuper de sa population et de s'occuper de tous ces réfugiés qui sont hébergés là où ils peuvent, pour beaucoup dans des hôtels. Vous ne trouvez pas une chambre de libre à Tibériade aujourd'hui, pas tous ceux du Nord sont dans les hôtels à Tibériade, etc. En tout cas, le travail a été fait, le travail de solidarité. Le 7 octobre, notre système s'est effondré totalement, et un jour, nous saurons ce qui s'est passé. Un jour, il y aura des enquêtes qui nous diront qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là. D'ores et déjà, on sait un certain nombre de choses, ça commence à parler, c'est difficile de retenir des secrets chez les Juifs pendant 5 ou 6 mois. Il y a eu beaucoup de décisions qui auraient dû être prises par nos responsables politiques, militaires, et que cela n'a pas été fait. Et d'ores et déjà, nous savons que le jour d'après, puisque c'est la grande question qui préoccupe le monde, mais le jour d'après en Israël, il y aura un tsunami politique, un tsunami militaire, un tsunami dans le renseignement et un tsunami économique, parce que cette guerre nous coûte chaque jour des milliards. Heureusement, nous avons un certain nombre d'amis dans le monde, des fois des amis un petit peu difficiles, parce qu'ils ont des demandes et des exigences qu'on ne peut pas toujours satisfaire. Par exemple, les États-Unis. Mais ils nous ont aidés au moment où il fallait être là. Le président des États-Unis était là rapidement, de suite, sur place. Il a envoyé sa flotte. Et chaque jour, nous recevons des tonnes et des tonnes d'armes sans lesquelles nous ne pourrions pas faire cette guerre que nous menons. Et cette guerre, je le rappelle, est une guerre de défense. Nous avons été attaqués. Et je vais vous expliquer le problème. Un certain nombre de gens dans le monde, y compris en Israël, sont restés au 6 octobre. Pour nous, et vous allez l'entendre dans un moment, nous sommes dans le traumatisme du 7 octobre. Mais pour le monde, tout a commencé le 8 octobre. Nous avons attaqué Gaza. Les Juifs ont un malin plaisir, non seulement empoisonner les puits de Judée-Samarie, un ancien ministre glorieux de la France, qui reprend cette vieille histoire de l'empoisonnement des puits. À chaque fois que j'en entends des trucs comme ça, je dis, on n'entend rien, on n'apprend rien de l'histoire. On n'apprend rien de tout cela. On recommence avec les mêmes histoires. On va encore nous raconter, heureusement qu'en Alsace, il n'y a que des vins blancs, qu'on tue les enfants chrétiens pour avoir du vin à Pessah. On va encore nous raconter ces histoires-là. On est encore dans ces définitions antisémites absolument insupportables. Déjà, le négationnisme a commencé remettant en question les films faits par les agresseurs, en disant que c'est des faux, que c'est Tsahal qui les a fabriqués. Vous savez, tous ces films d'horreur dont j'espère que vous vous êtes quand même un petit peu préservés, eh bien, nous aurions fait des faux. Nous aurions utilisé l'intelligence artificielle pour faire croire au monde des horreurs et pour pouvoir justifier ce que nous avons dû faire par la suite à Gaza. Comment vous voulez parler de manière raisonnée au monde? S'il y a parmi vous des psychologues, des psychanalystes, comment on explique ça au monde? Comment l'antisémitisme est capable de produire de telles choses? Alors, nous le savons dans notre tradition, nous savons, sous la surveillance du rabbin, il faut toujours une surveillance rabbinique, nos sages nous disent, Sin'a, la haine, milachon Sinaï. Nous avons reçu la Torah au Sinaï. Je rappelle que la Torah a été donnée à l'ensemble de l'humanité, pas qu'aux Juifs. Mais le monde n'a pas accepté cela, et la Sina, la haine, vient du fait que nous avons dit aux gens, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler. Et aujourd'hui, on nous accuse. Et aujourd'hui, nous sommes devenus les nazis, qui tuons de pauvres innocents. Ça y est, tout est inversé. Alors je sais qu'on est dans le mois et que Nahafor, où tout doit être renversé, mélangé, mais vous vous rendez compte, on est devenus les agresseurs. C'est insupportable. Nous sommes devenus, et moi je vous le dis, l'armée d'Israël est composée, je suis persuadé,
d'un certain nombre de jeunes que vous connaissez personnellement ou qui sont vos propres enfants qui vivent en Israël. L'armée d'Israël est composée des enfants de Patrick, de mon fils qui est, Baruch Hashem, ma femme dort mieux depuis 48 heures parce qu'il est sorti de Gaza. Et quand je regarde ces enfants-là, je me dis, c'est ceux-là les nazis, et c'est ceux-là les assassins, mais qu'est-ce qu'on nous raconte comme histoire? Et on l'entend encore, et on l'entend encore, et nous n'avons pas terminé. Je veux pas vous donner trop le bourdon, mais quand on voit ce qui se passe sur les campus américains aujourd'hui, et quand on sait que c'est la relève politique de demain, dans le pays qui reste quand même un grand pays au monde, même s'il a perdu un peu de sa puissance, je me dis qu'on a pour les années à venir beaucoup de travail encore à faire. Et les Juifs n'ont pas peur de travailler. Et on va continuer. Et on va essayer d'expliquer. Et on va aller discuter. Et on va croire à la paix. Parce qu'on n'a pas le choix. Golda Meir a dit on ne peut même pas se payer le luxe d'être pessimiste. On n'a pas le droit. Shimon Peres me disait, quand on lui posait la question, mais comment vous faites pour être optimiste, tellement optimiste, il disait, écoutez, les optimistes comme les pessimistes, tout le monde termine au même endroit. Mais il y en a qui vivent mieux. Alors essayons d'être optimistes dans un contexte, c'est pas facile du tout, vous allez l'entendre dans un moment. Mais je crois que là, nous avons tous une mission, et en tout cas, c'est une mission globale qui est donnée au peuple juif. Et je voudrais terminer cette introduction parce que je sais que très souvent la question se pose, surtout dans les communautés religieuses. Le vendredi 6 octobre, à quoi Israël était occupé? Vous vous rappelez ou vous avez déjà oublié? Le 6 octobre, un tribunal s'est réuni à Tel Aviv pour décider où est-ce que, si on avait, et où est-ce que pourrait avoir lieu le défilé, la fête, la danse dans les rues avec les siffrés Torah, parce qu'on sortait du traumatisme de ce qui s'était passé à Kippour dans les rues de Tel Aviv. Quelques heures avant la fête, c'était ça le sujet, et le tribunal a décidé que c'était possible, pas dans le quartier qui avait été choisi par les organisateurs, mais dans un autre quartier qui ont accepté. Parce que ce qui était important, c'était de faire la fête avec les siffrés Torah dans la rue. Et quand on est rentré tout doucement dans ce Shabbat et dans cette fête de Simchat Torah, au moment où j'ai coupé mon portable, qui est toujours un grand bonheur, le vendredi, comme ça quand je ferme mon portable, Baruch Hashem, je me suis dit, qu'est-ce que on va entendre quand je vais ouvrir mon portable Motzei Shabbat, samedi soir? Est-ce qu'il va encore y avoir des manifestations, des gens qui vont s'agresser les uns les autres? On était là-dedans, vous vous rendez compte? Le pays des Juifs. Tout est possible. On était dans cette tension énorme qui remettait en question, et c'est pour ça que la réponse qui est venue de partout, et vous le voyez sur les chaînes de télévision israéliennes, dans les journaux, etc., c'est Beyachad Nenatseach. Je laisse à ceux qui ont le 06 du bon Dieu de donner toutes les explications sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Moi, je ne sais pas. J'ai pas de... Mais je ne peux pas sortir cela de l'histoire. Je ne peux pas sortir un livre célèbre, la présence de Dieu dans l'histoire. On ne peut pas le sortir de l'histoire. Ça s'est passé, il faudra qu'un jour on comprenne aussi sur le plan religieux. Mais toujours est-il qu'il est clair que ces mois de division, de tension, de questionnement intense ont été balayés en quelques minutes et que les jeunes qui manifestaient le samedi soir à Tel Aviv et qui disaient « nous n'irons pas faire la guerre, nous n'irons pas à l'armée pour ce gouvernement-là », et tous ceux qui critiquaient se sont tous retrouvés au même endroit, dans les mêmes uniformes, avec plus de 160% de gens qui se sont présentés pour partir à la guerre. 160%, et c'est pour ça que vous avez entendu au début, c'était un petit peu la pagaille, et tel groupe WhatsApp demandait de l'argent pour acheter des gilets pare-balles, et tel groupe des casques.
parce qu'il paraît qu'à Strasbourg, ça s'achète chez Carrefour, chez Monoprix, je suppose, etc. On a vu des initiatives partir dans tous les sens, mais c'est tout simplement parce que les gens voulaient être dedans, participer, aider, soutenir. 160%, tout a été balayé. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié. Baruch Hashem, les Juifs ont un peu de mémoire. Et que ces questions vont être reposées, mais j'espère de manière différente. Le débat sur le gouvernement, sur la Cour de justice, etc., sur tout le système, est une vraie question. Pour l'instant, on est en guerre. Et quand on est en guerre, il faut qu'on soit dans l'unité, parce que nous étions dans la désunion, et nous avons vu le résultat, donc nous devons rechercher absolument cette unité, et c'est très très important. Et c'est au nom de cette unité, une unité entre Israël et les communautés juives à travers la diaspora, que depuis quelques jours, très peu, depuis lundi, j'ai l'impression que ça fait déjà longtemps, en fait c'est assez court, oui. Yael et Patrick sont venus d'Israël. Nous étions à Lyon hier soir, à la grande synagogue, qui est Tilsit, pour ceux qui connaissent. Ce soir nous sommes à Strasbourg, en dessous de la grande synagogue, si mes souvenirs sont bons. Et demain, nous serons à Levallois-Perret, et ce Shabbat, nous serons au congrès Limoud, si vous savez ce que c'est, avec un Shabbat avec 450 personnes. Donc ça risque d'être intéressant. Je vais, après cette rapide introduction, j'avais un copain qui disait toujours, quand il commençait une conférence, avant de parler, je voudrais dire. Il fallait poser un certain nombre de choses qui me paraissent importantes, mais à partir de maintenant, je vais laisser la parole à nos deux invités de ce soir. On a du mal à leur dire qu'on a le plaisir de les accueillir, vu les circonstances, c'est difficile de dire le bonheur, le plaisir. En tout cas, pour moi, c'est un honneur qu'ils soient venus les rencontrer. Et c'est maintenant à eux que je vais donner la parole. Alors, on va commencer par une question que tu connais déjà, Yael. Avant, jusqu'au 6 octobre, qui est Yael? Bonsoir, je m'appelle Yael, j'ai 21 ans, j'habite à Haïfa, je suis née en Israël. Ma mère elle a fait son aliyah avec moi dans le ventre. Et voilà, je vis en Israël, je vis en France depuis que j'ai 8 ans. Et je me considère israélienne française. Il connaît déjà la question. Bonsoir, je suis Patrick, je suis marié, j'ai 4 enfants. J'habite depuis 40 ans en Israël, bientôt 41 ans. Je suis consultant financier en Israël, je travaille avec plusieurs ministères et des personnes privées. Et on vit notre vie en Israël depuis le temps. Et on essaye de continuer notre vie, même aujourd'hui. Explique peut-être où est Niram. J'habite à Niram. Niram, c'est en face de Sderot, 20 km au sud d'Ashkelon, 40 km à l'est de Beersheva. On est juste à la pointe de la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est un périmètre de 60 km qui commence à la mer, à Netiv Ha'asara et termine à Rafia, Kerem Shalom du côté israélien à la frontière égyptienne. Et nous on est le plus haut point au nord, avant de tourner vers la mer. On est à peu près à 1 km, 1,5 km de la barrière, la frontière de Gaza. Et voilà. Yael, nous sommes le 7 octobre au matin, tu danses, tu fais la fête, et alors? Et donc 6h30 ça commence, comme vous le savez tous. Moi je me souviens déjà d'avoir vu 6h28 le téléphone, on a eu l'application, enfin si vous connaissez, il y a une application qui s'appelle Picodal, ça veut dire que tu reçois tous les alertes très vite pour les requêtes, des trucs comme ça. Donc j'étais avec d'autres copines qui ont eu la notification sur le téléphone. Parlez plus fort? D'accord. Je ne suis pas habituée à parler autant.
Donc elle a eu la notification qui disait qu'il y avait une centaine de roquettes qui arrivent vers nous. Elle commence à dire « Ah non, c'est la guerre, ma mère elle m'a dit, voilà. » Moi j'étais même pas au courant qu'on était à, je sais même pas combien, enfin je crois qu'on était à 3 km du truc. C'est ma première fête de ce soir. C'est les fêtes de trans, c'est des fêtes très très connues en Israël. C'est une communauté très grande d'amour, de liberté. Et c'était ma première fois. Et je me suis beaucoup, j'ai beaucoup aimé jusqu'à. Et ça a commencé. Donc 6h30 ça commence. Il y a la musique qui s'arrête. Ils ont arrêté la musique. Ils ont dit la fête est finie, rentrez chez vous. J'appelle les amis que je suis venue avec. Je suis venue avec un ami que j'ai connu d'avant et 3 autres que j'ai rencontrés sur la route. On était 5 dans la voiture. Et je vais vous dire déjà qu'on est tous bien rentrés. Baruch Hashem. Donc je l'appelle, j'appelle l'ami que je suis venue avec. Je lui dis reste où est-ce. Et je viens vers vous. Ça nous a pris un quart d'heure, 20 minutes de tout remettre dans la voiture. On était partis. On était un des premiers à partir. Donc, le même ami que je suis venue avec, il a une post-trauma de l'armée. Donc, le roquette, déjà, il était dans un état très stressé. Et c'est lui qui nous a dirigés à sortir vite. Sinon, les autres, ça les a pris plus longtemps. Parce que les roquettes dans le sud, c'est plutôt normal. Donc on est sorti, on est parti vers le nord pour rentrer à la maison sur la route 232 qui est juste à côté qui est juste du sortir de la fête. Avant de partir, on s'est arrêté à côté de l'île Abri pour rentrer, pour se cacher. Elle était toute pleine et heureusement parce qu'après la même abri était complètement détruite après. Donc on est encore rentré dans la voiture, on a dit bon on va rentrer à la maison, on va chercher des familles à côté ou je sais pas quoi. On est sur la route et c'est là qu'on les voit, les terroristes. Il y a un camion juste en face de nous. Il n'y a qu'une seule voiture qui séparait entre nous. Ils étaient dans un camion blanc. Et ils descendaient, ils bloquaient la route en fait, et ils descendaient avec le fusil, avec les Kalachnikov, et ils commençaient à tirer partout. Et on a eu la chance que nos chauffeurs ils pensaient très très vite. Il a fait un demi-tour, on s'est échappé pendant qu'on lui tire dessus. Et on allait bon, on ne savait pas trop quoi faire. On a dit bon, on ira dans le sud, on va chercher un kibbutz, on va chercher une famille. Rester avec, il va nous protéger. On n'a pas compris qu'ils étaient partout. Donc on veut rentrer à Be'eri. Et là, il y a quelqu'un à l'entrée qui nous dit non. Qui nous faisait comme ça. Donc on a encore fait un demi-tour. Et là, on est entré dans les champs. C'est ça? C'est la première fois que je me souviens comment on dit les champs. D'habitude, elle dit sadot. Oui, en hébreu. Parce que je suis habituée à raconter l'histoire en hébreu et en français. Je parle français, mais c'est pas ma première langue. Et oui. Donc on est rentré dans les champs parce que c'était la seule route qu'on pouvait prendre et on a continué avec la voiture comme on pouvait, mais comme c'est une toute petite voiture et les champs c'est assez dur et il nous a encore tiré dessus sur la voiture, oui ouais. Donc on a tout quitté et on a tout laissé derrière et on est parti à pied, on a couru et à la fin on a marché à peu près 15 à 20 km jusqu'à d'être arrivé à Moshav Patish. On n'avait pas d'eau, on était sous le soleil. Voilà, on ne savait même pas où est-ce qu'on y va. Il y avait un policier avec nous, mais il n'avait pas d'armes, il n'avait pas de connexion, il n'avait rien du tout. Il nous a dit je suis perdu jusqu'au bout. Et voilà, on continuait vers qu'on n'entendait pas les tirs. Parce que c'était vraiment de partout. On arrive à Moshav Patish. C'était un des seuls moshavs qui était sécurisé. Et là-bas, il y a des gens qui viennent nous prendre pour nous ramener à l'abri. On est resté là-bas pendant 2-3 heures. Et après, on est parti en bus à Be'er-Sheva. On était le premier bus à partir. On était vraiment un des premiers. Et ouais, on a eu de la chance. Il y a des premiers qui étaient assassinés sur la route. Enfin, ça dépend vraiment je ne sais pas l'expliquer, mais oui.
Donc on est arrivé à Moshav Patish, on est resté 2-3 heures, on a repris le bus, on est parti à Beersheba. Il n'y avait personne sur la route, il n'y avait personne dehors, j'imagine qu'ils étaient tous à la maison dans l'abri, sauf les horreurs que j'ai vues sur la route, il n'y avait vraiment personne. C'était très silencieux, c'était assez... on savait très bien qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. On ne savait pas exactement dire de quoi, mais on savait très très bien que c'est pas normal. Moi j'ai pas complètement capté. Moi je voulais rentrer à la maison, à Haïfa, chez moi. Je voulais mon lit, je voulais mes chats, mais je pouvais pas parce qu'il y avait toujours des roquettes dans le nord aussi. Et donc voilà, à la fin je suis restée chez un ami pendant 10 jours, à Binyamina, qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus, ça fait une petite boule. Sauf l'avion que tu entends tout le temps, il n'y avait pas de roquette, tout. Et voilà. Samedi 7 octobre, 6h30 du matin, une centaine de roquettes sont tirées sur Niram, notre maison, et encore quelques milliers sur tout l'État d'Israël, dans des limites impensables. Et on a un abri dans notre maison, donc on rentre dans l'abri. C'est une chose qu'on vit depuis plus de 22 ans aujourd'hui en Israël. C'est quelque chose qui est impensable, mais c'est exactement ce qui nous arrive. Après les premiers tirs, il y a eu une panne d'électricité. On n'avait plus d'électricité, plus de télécommunications, ni téléphone, ni télévision. On essaye de contacter notre fils qui était à la fête de Nova, au festival de Nova. On n'arrivait pas. On essaye d'écrire des messages, mais sans réponse. Le temps il passe, ça continue à tirer des roquettes pendant des heures. À partir de 7h30, on commence à entendre des tirs, des rafales de fusils. On ne comprend pas exactement ce qui se passe. L'histoire, en fait, c'est après que tout s'est passé, ce qu'on nous a raconté. A priori, 125 terroristes palestiniens sont arrivés sur Niram. Ils ont été arrêtés avec beaucoup de chance par une troupe de Givati, c'est une unité de l'armée israélienne. 75 ou 80 sont partis dans un autre endroit, 35 ont été éliminés. Il faut comprendre qu'à Niram, il n'y avait pas d'électricité et que l'équipe de sécurité qui a été dirigée par Inbal Lieberman, peut-être que vous avez entendu parler ça dans la presse, elle a pris deux décisions très importantes pour nous et elle a distribué les armes. Les équipes de sécurité en Israël ne gardent pas les armes chez eux à partir d'une décision de l'armée, et donc il faut arriver à un bunker où il y a des armes et que les répartir à tout le monde. L'armée n'a pas donné d'ordre et elle a pris cette décision toute seule et elle a réparti les armes et elle a réparti les gens, une vingtaine de gens qui sont dans l'équipe de sécurité autour du kibbutz. Le kibbutz Niram a été attaqué, ils ont aussi a priori tué entre 3 et 4 Palestiniens qui ont réussi à passer les forces de l'armée israélienne. L'unité tactique de la police des frontières est venue aussi nous aider et le combat a duré au moins 6-7 heures, uniquement vers 13 heures les tirs ont un peu diminué. Et pour venir à Ziv, on a eu vers 7h30 la possibilité, en sortant un peu de l'abri, de lui envoyer un message par WhatsApp, et il nous a répondu
la fête était finie aussi, comme Yael l'a dit, et qui comptaient rentrer à la maison. Ils ont pris leur temps. Pour eux, les roquettes, comme je vous ai dit avant, c'est des choses qu'on vit depuis 22 ans. Ils ne sont pas pressés. Ils n'ont pas compris qu'il y avait a priori des centaines de terroristes autour d'eux. Et ils ont pris la voiture, ils ont commencé à voyager. Et la voiture a été coincée parce qu'il y avait trop de gens, donc ils sont descendus de la voiture, ils ont été à pied. Ils ont, a priori, m'ont remonté sur une autre voiture. Cette voiture a reçu un RPG des terroristes du Hamas. Ils sont sortis de la voiture après qu'ils ont été touchés. Et ils étaient 3 dans la voiture. Un a commencé à courir vers la région où Yael est arrivé et sauvé. Ziv et Nebo, le kibbutzat, et sont partis et se sont cachés. On a des messages de WhatsApp qui nous expliquent cela. Mais tout ça, on sait que quelques jours après. Et on essaye de comprendre ce qui leur arrive. Et je ne sais pas si même aujourd'hui on comprend ce qui nous arrive, mais il faut savoir que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une chose d'impensable. Pour continuer l'histoire, à 19h-10, c'est le dernier message qu'on a eu de Ziv. Jusque-là, on sait plus ou moins l'histoire, on sait la fin malheureusement, mais on ne sait pas ce qui s'est passé au milieu. 72 heures après, on a reçu un coup de téléphone de la police qui nous a dit que Ziv a été retrouvé et qu'il a été assassiné. On n'a pas pu enterrer Ziv. On a décidé, moi et ma femme, de l'enterrer au kibbutz Miram. On n'a pas pu l'enterrer pendant 12 jours à cause de la guerre. Et juste après 12 jours, on a pu l'enterrer finalement. Pendant ce temps-là, moi et ma famille, on était dans notre abri. Jusqu'à 2h du matin, on était dans l'abri, sans exactement savoir ce qui se passe. À 2h du matin, l'armée nous a évacués et a décidé que Niram est une zone militaire fermée. On a pris notre voiture parce qu'il n'y a personne qui est venu nous aider. On a été emmené jusqu'à la base de Mishmar Negev. On est resté là-bas jusqu'à 7h du matin. Et à 7h du matin, ils nous ont envoyés dans un hôtel à Tel Aviv, où on est depuis plus de 6 mois presque. Toda Rabba. Toda Rabba. Et vous entendez dans ce témoignage, et il faut avoir beaucoup de courage pour raconter ça, et venir vous le raconter, parce qu'il est très important qu'on partage cela, qu'on soit bien et tous conscients de ce qui se passe. Et je suis persuadé, on va faire un petit sondage. Combien d'entre vous ont de la famille en Israël? Levez la main. Levez la main, n'ayez pas peur de votre famille. Voilà. Vous comprenez en quoi ce conflit ne peut pas être un conflit comme ça se passe dans d'autres pays dans le monde. Il s'agit de votre famille. Il s'agit pour chacun d'entre nous, quand on se lève le matin, et j'ai toujours une très grande crainte de regarder mon portable parce que les visages et les mauvaises nouvelles arrivent comme ça le matin. Alors on a toujours peur de lire les noms, de voir ces visages. Chaque perte, chaque mort est difficile. C'est quelqu'un de la famille qui s'en va. Et c'est encore plus dur quand un Motzei Shabbat, par exemple, j'ai ouvert mon portable
et qu'un jeune animateur d'ESEI dont je m'étais occupé, que j'ai vu grandir, Dan Wagenbaum, était tombé pendant le Shabbat. Et évidemment, vous comprenez que c'est quelque chose qui est absolument insupportable, parce que c'est pas l'ordre du monde. L'ordre du monde, c'est pas que des jeunes, des garçons, des filles soient assassinés lâchement, que des femmes soient violées sans que le monde ne trouve à redire à cela, que tout ce qui s'est passé est pour nous quelque chose d'insupportable, et c'est ce qui fait que, alors on sait, hein, c'est marqué, Am Levada Tishkor, on sait que nous sommes condamnés à être un peuple solitaire. Mais mon Dieu, c'est parfois difficile à porter tout ça. Donc on ne comprend pas toujours l'agenda divin, mais en tout cas, il est clair que pour nous, c'est une difficulté du moment, et que une des manières de sortir de la difficulté, c'est de la vivre ensemble, en famille, avec les amis, et de nous aider. C'est pour ça que je remercie encore une fois Yael et Patrick d'être venus, Patrick d'avoir laissé ses autres enfants, sa femme, à Tel Aviv dans un hôtel. Je crois qu'il y a même un chien avec. Ouais. Il fallait aussi s'occuper des chiens du kibbutz. Et je crois que c'est très très important. Et il y aura aussi le jour d'après, parce que la force du peuple juif, c'est justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se relever, il faut lever la tête, et il faut imaginer ce qui va se passer pour l'après. Alors Yael, comment tu vois l'après? Je sais pas. Pour l'instant, j'essaie de me concentrer en moi-même, à ma santé, à me faire du bien. J'ai repris le travail plutôt vite, 3 semaines après, parce que j'adore mon travail. Je suis serveuse, mais on est une petite famille. Et on le vit encore. Genre, on n'est pas encore à l'après. C'est pas encore fini. Et je le sens. Donc, je crois que je pourrais répondre à cette question mieux, je sais pas quand, mais pas maintenant. Toda. Il y a de l'espoir. Mais j'ai de l'espoir, ça va aller. Oui, il y a beaucoup de choses bonnes qui ont sorti de cette horreur. La fait d'être ici, de vous parler de... C'est une autre chose à dire merci. Et voilà, je suis vivante, j'ai pas de choix, je suis obligée à continuer à vivre, à le bien faire. Le jour d'après, à mon avis, il faut qu'on comprenne que la première des choses à faire, c'est de libérer ces otages qui sont encore à Gaza. C'est pas important s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. C'est la première des choses qu'on doit à ces gens-là. La deuxième chose qu'on doit faire aussi après, à mon avis, c'est s'occuper de tout ce qui est la sécurité autour de la bande de Gaza, pour l'instant, et après il y aura d'autres problèmes dans le nord, sûrement dans la Cisjordanie aussi. L'État a décidé que sur la bande de Gaza, il y aura 3 obstacles différents, à 1 kilomètre de la barrière qui existe aujourd'hui. Il n'est pas encore monté aujourd'hui après 6 mois parce que l'armée s'occupe du Hamas à Gaza. Il y a à peu près 60 km de barrières qu'il faut traiter et trouver une solution. Dans ce kilomètre-là, il n'y aura plus de Palestiniens qui doivent rentrer, sinon on tirera sur eux. C'est ce qu'ils ont décidé. La barrière, elle a été percée dans 60 points différents pendant l'attaque des Palestiniens. C'est ce qu'on sait, peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins, je ne sais pas exactement. Elle n'est pas encore réparée. Et la 3e ligne, ce sera de monter des bases de l'armée à côté de chaque point où vivent les gens, ce soit des kibbutz, des mokaves ou des villes,
Et ça aussi, ça n'a pas encore été au début, et ça n'a pas débuté encore. Il faut comprendre que le train entre Ashkelon et Sderot ne marchera pas jusqu'en 2026 par l'officier du sud d'Israël. L'État demande aux gens de retourner à côté de la bande de Gaza. Il y a des gens qui habitent à 7-8 km. C'est un peu plus facile, malgré qu'il faut comprendre que les enfants viennent à l'école à peu près à 2,5 km de la bande de Gaza. C'est pas évident, surtout pour des parents qui habitent à 10 km, d'envoyer leurs enfants là-bas. Beaucoup de dilemmes en plus qui ne manquent pas. Et nous, on a décidé de rester à Tel Aviv jusqu'à la fin de l'année parce que c'est important que nos enfants continuent à étudier. Et la dernière des choses aussi, il faut s'occuper de tout ce qui est la vie normale des gens, c'est la santé, les gens âgés, etc. Et tous ces services-là aujourd'hui ne marchent pas à 100% dans notre zone. Il ne faut pas oublier non plus que dans le Nord, il y a plus de 180 000 personnes qui ont été aussi sorties de leur maison. Et certains de leurs villes, villages sont détruits complètement aussi, donc ils n'ont même pas où retourner. Ça aussi, ça pas. Et vous entendez tous les jours ce qui se passe au Liban et les tirs qui sont directement faits dans la presse. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, a priori aussi. Je ne parle pas de la Cisjordanie, toutes les villes, il faut comprendre qu'entre la mer Netanya et la Cisjordanie, c'est moins de 13 km. Et c'est notre pays, on vit dans ce pays-là. Il faut que les dirigeants en Israël prennent des décisions qui ne soient pas faciles. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 2 millions de Palestiniens qui vivent et il faut trouver une solution avec eux. C'est sûr, ça serait l'idéal s'ils ne seraient pas dans cet endroit-là, mais est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Ça ne dépend pas que de moi. Mais il faut commencer à parler, à écouter les gens et voir si on peut trouver une solution. On n'a pas le choix. Je n'ai pas encore trouvé d'endroit autre qu'Eniram. A priori, on retournera habiter là-bas. Et en espérant que les dirigeants qui doivent prendre des décisions prennent les bonnes décisions pour nous aider à retourner vivre et à faire avancer le pays dans les meilleurs moyens. Toda Rabba. Alors, le micro est maintenant à vous. Si vous avez envie de poser des questions, je sais qu'en général c'est difficile, et d'habitude, voilà. Je voulais savoir si ce genre de témoignage est prévu d'être réalisé auprès d'un autre public autre que communautaire. Tout le monde pose la même question. C'est important parce que Parce que nous, on est sensibilisés par ce... On est sensibilisés, mais c'est ouvrir aux autres pour voir la réaction qu'ils peuvent avoir. C'est ce qui m'apporte aussi en France, peut-être dans d'autres pays du monde aussi, voir comment ils réagissent par rapport à ces témoignages. Une autre question? J'ai pas dit que j'allais pas y répondre, je fais un package. Oui. Est-ce que Gaël et Patrick ont eu l'occasion de discuter avec des événements avec des Arabes israéliens et qu'est-ce qu'ils en ont tiré? Je pense à Haïfa, il doit y avoir pas mal d'Arabes israéliens. je travaille avec des Arabes, mes voisins, mes amis. On va prendre une autre question. Profitez-en, parce qu'en général, vous dites, on ne nous laisse pas la possibilité de poser des questions. Ok. Hein? Je crois que maintenant, t'es obligé de répondre. Non, il y aura un deuxième tour. C'est comme aux élections. Premièrement, même si nous sommes sensibilisés, la raison pour laquelle nous nous adressons
à notre peuple. Et premièrement, parce que tout le monde ne sait pas exactement ce qui s'est passé ce jour-là, ils ne se rendent pas compte que ça continue. Ceux qui ont vécu le 7 octobre sont encore dedans, vous l'avez entendu. Et puisqu'on a souvent parlé de Shoah à partir de ce 7 octobre, vous connaissez tous le poème qui figure en ouverture du fameux livre de Primo Levi, « Si c'est un homme, si c'est vous qui vivez en toute quiétude dans vos maisons », eh bien, je pense que les Juifs à travers le monde ont appris quelque chose, c'est qu'ils ont du mal à vivre en toute quiétude dans leur maison. Mais en même temps, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut savoir. Je pense que ça, c'est le premier niveau, surtout par rapport aux jeunes générations. Surtout par rapport aux jeunes générations, et la rencontre que nous avons eue tout à l'heure avec des jeunes de différentes écoles, dont certains ont le bac de philo demain matin, ils étaient là. On leur souhaite une grande réussite. Je pense que c'est très important d'abord que nous comprenions de quoi il s'agit, que nous comprenions le fait, petit 1, que nous sommes un peuple, un seul peuple. Parce que ce qu'ils avaient entendu d'Israël jusqu'au 6 octobre, c'était pas toujours très joli à raconter. On n'avait pas envie de s'identifier à cela. La deuxième chose, pour moi c'est très très important. Depuis le 14 mai 1948, les Juifs marchent fièrement avec la tête haute. C'est fini l'époque où on baissait la tête, et on acceptait de prendre des coups, où on était chassé de l'endroit où nous vivions. Depuis le 14 mai 48, et même si ça fait mal, eh bien, le peuple juif vit aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël, parce qu'il y a un État d'Israël et qu'il faut le dire, soyez fiers d'être juifs. Et moi je vous le dis, quand j'ai vu ce que la société civile, ce que les citoyens israéliens ont fait à partir du 7 octobre au soir, se sont mobilisés parce que l'État était complètement dépassé, quand on a vu toutes ces initiatives, mais quand on voit aussi tout ce qui s'est passé en diaspora, quand je vois tous ces groupes de Français qui partent pour aller ramasser des fraises, et Dieu sait ce qu'on reçoit comme photo, bon, il n'y avait pas que des fraises, heureusement, parce que c'est à 4 pattes, c'est difficile, il y avait aussi dans les arbres, mais quand je vois cette solidarité-là, et je ne parle même pas des collectes d'argent, toutes les collectes organisées, que ce soit par le KKL, que ce soit par le Magen David Adom, que ce soit par le Keren Hayesod, ils ont tous dépassé leurs objectifs. La générosité est extrêmement importante et je pense que c'est pour ça qu'il est important de rendre compte aux communautés de ces différents aspects et ça me paraît très important. Il faut aussi aller rencontrer les non-juifs et leur expliquer. Ce n'était pas l'objectif de ce voyage-là, il y en aura d'autres, il y en a d'autres, mais je dois vous dire que nous sommes devant une difficulté importante. Alors je ne tombe pas dans le piège que me tendent les médias. Je sais qu'il y a en France une majorité de gens qui sont avec nous, avec notre cause. Il suffit de voir les sondages. Je ne me laisse pas happer par la telle manifestation, tel tribun d'extrême, je ne sais pas quoi, parce qu'on ne peut pas appeler ça, même pas l'extrême gauche, qui vocifère sur des camions. Si vous n'avez pas compris de qui je parle, je peux vous donner des noms. Oui? Vous avez compris, vous êtes sûr? Ok? Mais en même temps, il faut effectivement expliquer cela. La majorité des Français sont avec nous. La majorité des Français sont avec Israël. Mais le problème, c'est que c'est très difficile de parler, de s'exprimer. C'est pour ça que je dis que ce drapeau sur ce poteau est un message incroyable. Vous ne vous rendez pas compte? Je vous le dis. En tant qu'Israélien, je vous le dis. Il faut expliquer, mais en même temps, on m'a posé la question, je vais vous dire quelque chose. Dans nos temps à nous, je ne parle pas des temps messianiques, la guerre est perdue. La guerre de l'explication aux non-juifs de notre droit, de notre justice, elle est perdue. Mais ce n'est pas parce qu'elle est perdue que je ne dois pas livrer bataille.
Les combattants du ghetto de Varsovie savaient qu'ils allaient mourir, mais ils avaient décidé de mourir debout, les armes à la main. Nous, on a décidé qu'on allait vivre. Les armes à la main. Et nous ne sommes pas, nous, de ceux qui tendent la joue gauche. Et ça, c'est insupportable pour le monde. On n'a pas l'habitude que les Juifs résistent. Notre morale et notre éthique à nous est différente. On a d'autres valeurs. Et ça, il faut l'expliquer. Mais il faut l'expliquer à des gens qui ont des oreilles et qui n'entendent pas, qui ont des yeux et qui ne voient pas. Et là-dessus, malheureusement, quand on connaît un petit peu l'histoire, la Shoah est arrivée dans le pays qui était le plus éduqué en Europe, où il y avait le plus de prix Nobel. Je suis un éducateur, je suis un enseignant, il y en a d'autres. Pour moi, c'est énorme. Parce qu'on pense toujours qu'on va sauver les choses par l'éducation. Ils vont comprendre. Il suffit de leur expliquer. Il suffit de venir avec des logiques, avec des arguments, avec des images. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc il faut faire ce travail. Et on le fait, pas dans cette tournée-là, mais dans d'autres que nous prévoyons. Voilà. Mais il faut le savoir, ça va être très très difficile. On nous a condamnés par avance. Il n'y a pas eu de procès. Il y a des gens qui sont dans le domaine des juges, des avocats ici. Genre, il y a beaucoup d'avocats juifs. Mais on est dans cette bataille-là. Alors, il y avait des questions qui étaient destinées à Yael et à Patrick. J'ai pas encore eu la chance de... Oui, d'abord, oui, j'ai parlé... Enfin, si, j'ai pas eu la chance de dire, de raconter toute mon histoire, parce que je le fais pas avec tout le monde, je le fais pas avec... quand on me demande, je réponds et tout, mais c'est un peu dur, tu veux pas toujours entendre des choses comme ça. J'ai eu des conversations avec des amis arabes, et je sens leur amour, parce que je sais que ça veut rien. Ils sont pour moi, je sais... ça veut pas dire qu'ils sont pas pour les Palestiniens aussi, mais ça veut dire qu'ils reconnaissent ma douleur et qu'ils essayent de montrer une sensibilité pour... ils savent très bien que c'était pas normal. Genre, ils savent très bien que Hamas, non. que c'est très très clair qu'il y a une organisation de terreur qui marche, qui ne devrait pas y être. Après, si on rentre en politique, et Palestine, Israël, des trucs comme ça, là je vais plus, j'y vais plus. Mais je sens leur amour, je sens leur soutien. Personnellement, à l'hôtel où on est à Tel Aviv, il y a 3 Arabes de tout le carême. Un d'eux, il s'appelle Khatem. Il a parlé avec quelqu'un d'autre, il a dit « Je parle avec Patrick plus qu'avec ma femme ». Ils ne rentrent pas chez eux à la maison non plus. Parce qu'ils savent que s'ils vont à la maison, ils ne peuvent pas retourner travailler. C'est sûr que c'est absurde que les employés arabes de tout le carême c'est en face de Netanya, dans les territoires occupés. C'est un peu absurde qu'ils travaillent et que les Juifs leur payent une paye, etc. Mais d'un autre côté, il faut comprendre que rien n'est simple. Ceux qui ont construit ma maison en Israël, c'est des Palestiniens. Et au moins 90% le reste, c'est des Chinois qu'ils ont amené aujourd'hui, ils veulent amener des Nigériens, des Malawi, je ne sais pas exactement d'où ils veulent amener des gens, des Indiens. C'est pas facile. Je travaillais, moi, à la zone industrielle de Erez. En 2005, on a rendu la bande de Gaza. On avait 5000 employés palestiniens qui travaillaient là-bas tous les jours. On donnait à manger à plus de 100 000 personnes. Sans compter tous les gens qui faisaient les transports, le manger, etc. de tous ces gens-là. Les Palestiniens ont perdu beaucoup. Nous aussi, on a perdu. Beaucoup d'entreprises qui étaient là-bas ont été fermées parce que leur pouvoir de faire et de travailler, pas beaucoup d'Israéliens ne veulent faire ce qu'ils font.
il faut comprendre aussi que le 7 octobre, ils ont tué beaucoup de gens qui ne étaient pas juifs aussi, des Thaïlandais, des Palestiniens même, de Gaza, et d'autres gens de différents pays qui n'étaient pas juifs. Donc, on parle d'une chose qui est incompréhensible, et on ne peut pas parler en termes d'humanité. C'est une chose qui est inimaginable, qui est arrivée, et notre discours, il doit... On a un grave problème, comme l'a dit Jean-Jacques, on n'a pas le même discours. Il faut parler dans un autre langage. Et on n'est pas capable, ni en Europe, ni aux États-Unis, de comprendre ce qui arrive au Moyen-Orient et avec les musulmans dans le monde entier, en fait. Ce qui est arrivé en Israël, malheureusement, ça risque d'arriver en Europe, aux États-Unis, etc., etc. Je ne sais pas comment ça va se passer si ça arrive ici, mais vous voyez, même à Strasbourg, il y a des soldats partout dans la rue. J'étais un peu étonné dans la vieille ville. On s'est promené, une très belle ville aujourd'hui, mais est-ce que c'est logique qu'à côté de l'église, il y a des soldats? La cathédrale, excusez-moi. Pas d'incident diplomatique. On doit tout réviser notre fonction de pensée. Les choses sont claires, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 2 millions de Palestiniens. De l'autre côté, si quelqu'un les veut, on peut leur donner facilement, il n'y a pas de problème. Mais les pays arabes ne veulent pas les aider. Ni l'Égypte, ni la Jordanie, ni personne. Et les gens, ils ne comprennent pas, même nous, on a vécu ça et on ne comprend pas ce qui nous est arrivé. On savait, Jean-Jacques l'a dit aussi, que l'armée devait aider et soutenir les populations. Le 7 octobre, ça ne s'est pas passé. C'était tellement simple de comprendre que tout ce qui s'est passé aurait pu être évité. Être évité dans plus d'une option. Il y a plein d'options, je peux parler de ça des heures si vous voulez, mais là, ça ne sert à rien malheureusement. Il faut qu'on arrive à trouver une solution et d'arriver à pouvoir parler entre nous. Et c'est pour ça que je suis venu aussi, parce que on peut parler à tout le monde. Moi, je peux parler à tout le monde. Maintenant, nous, on ne décide pas ce qui se passe. Les dirigeants décident. Et malheureusement, les dirigeants ne décident pas ce qui se passe. C'est pas important, la gauche, la droite, je parle pas, c'est pas important. Les gens doivent prendre des décisions. Quand on prend des décisions, on peut se tromper. Mais si on ne prend pas de décision, ou si on prend des mauvaises décisions, alors nous, on a un problème. Le fait que la sécurité en Israël, le sens que les gens sentent est très subjectif en fait. Chacun, toutes les lignes de 0 jusqu'à 100, vous pouvez trouver des gens qui sont prêts à revenir demain et des gens qui peut-être ne reviendront jamais chez eux à leur maison. Il faut essayer de trouver des solutions pour tout le monde. C'est pas simple, mais il faut savoir qu'on n'a pas trop le choix. Où aller, je ne sais pas. Je pensais jusqu'au 6 octobre que Niram était l'endroit le plus sécurisé au monde. On a une école avec je ne sais pas combien de tonnes de béton qu'ils ont enfermé. Les enfants ils peuvent rester faire des cours pendant que les roquettes tombent, etc. etc. Malheureusement, la conception, elle n'a pas marché. Et on retourne toujours au même moment. Il faut parler avec les gens qui sont en face de nous et trouver une solution et arriver à gérer ça le mieux possible. Il y a beaucoup de possibilités à mon avis, mais ça va prendre du temps, c'est sûr. Toda, je vois votre question un instant. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure aussi et je le répète, il est très important pour parler le langage local, celui du Moyen-Orient,
de bien comprendre qu'il faut regarder les faits et oublier parfois les longs discours. Ce que je remarque, c'est que depuis le 7 octobre, les Arabes israéliens n'ont pas bougé. N'ont pas bougé. Et je pense que c'est une réponse à la question. C'est-à-dire qu'ils ont été, et ils l'ont dit, pas assez fort pour certains, ils auraient pu, mais en tout cas, ils n'ont pas bougé, parce qu'on aurait pu se retrouver aussi avec un front intérieur. On a connu d'autres périodes comme cela. Et là, je pense qu'il y a quelque chose, puisqu'il faut regarder aussi le verre à moitié plein, il y a quelque chose qui est de ce point de vue-là rassurant. C'est pas que les choses soient parfaites. Baruch Hashem, les choses ne sont pas parfaites. Il faut travailler. On a dû beaucoup de travail. Madame. Moi, je voulais juste vous demander, est-ce que vous allez pouvoir faire confiance à la personne d'en face? La première réponse de base, c'est qu'on peut faire la paix qu'avec son ennemi. Donc celui qui est en face. Bon, je sais qu'avec des fois ses amis c'est compliqué, mais en général on est plus tranquille de ce côté-là. Quand on a su qu'il y avait des gens qui ont travaillé pendant 30 ans dans les kibbutz. Ça a été démenti, je crois. Le Shivet, je crois, a démenti. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, malheureusement. Tout à fait, une expérience là. Pour faire la paix, il faut deux côtés. On ne peut pas décider à nos ennemis qui est à la tête de leur gouvernement. C'est sûr que le Hamas doit être éliminé. Point à la ligne, il n'y a pas de résolution. Il ne faut pas oublier non plus que les Palestiniens ont voté pour le Hamas à la bande de Gaza. Et c'est sûr que dans les livres, dans les écoles à Gaza, c'est pas exactement les mêmes livres que vous lisez la philosophie française. Et ça aussi, il faut changer, mais c'est au peuple de changer. Et il faut comprendre, même à la Révolution française, il y a quelques personnes qui ont perdu leur tête même. Et le peuple palestinien n'est pas prêt, a priori, pour l'instant, à perdre leur tête. Ça commence à bouger, si vous entendez ça. Est-ce que ça suffit? A priori, non. Le Hamas leur prend leur nourriture, etc., etc. Le problème peut être simple. Il faut comprendre que les comptes du Qatar, si les Français et les Américains veulent, ils peuvent les arrêter demain matin. Il y a des intérêts financiers que moi, je ne peux pas gérer ça, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un ici dans la salle peut le faire. À mon avis, non. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Les solutions, elles existent, elles peuvent être... Maintenant, il faut que les gens qui prennent des décisions dans le monde entier, en France, aux États-Unis, en Israël, en Angleterre, en Belgique aussi. À l'ONU. À l'ONU aussi, malgré que l'ONU, il ne nous apporte pas, à mon avis, c'est pas important l'ONU. Si vous m'écoutez, je ne comprends pas comment ça existe un groupe comme ça. Mais bon, c'est aussi des décisions de politique, etc. Et je ne veux pas rentrer dans ça. On ne peut pas prendre des décisions pour les autres gens. À mon avis, il faut que les gens ils prennent conscience qu'ils n'ont pas le choix. Ça commence à venir, ça va prendre du temps. Ce n'est pas une chose qui va se terminer demain matin. L'État d'Israël a décidé que 5 ans pour remonter tout le sud du pays, et uniquement le sud, sans parler du nord, etc. Et là-bas aussi, il y a de quoi faire. Tout ça, c'est des budgets, c'est de l'argent qui, a priori, n'existe pas non plus. Donc, tout à la fin est économique. Et ça, c'est pas évident non plus à gérer. C'est sans compter tout ce qui se passe au niveau du gouvernement. Et ça aussi, je ne veux pas rentrer dans ça parce que il y a beaucoup de choses à changer, malheureusement, mais c'est pas à moi de le dire. J'ai oublié de lever ma main tout à l'heure parce qu'on m'a demandé s'il y a des gens qui ont de la famille en Israël. Ma grand-mère a été enterrée à Tibériade et mon père, quand il travaillait, c'est une anecdote,
anecdote quand il travaille à Haïfa. Déjà à l'époque, sa mère disait « Méfie-toi toujours de nos ennemis quand t'as le dos tourné ». Mais ma question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas que les nouvelles générations, peut-être plus cultivées, certaines, pourraient être des personnalités qui sortiraient de la génération jeune, de tous les côtés, qui pourraient créer un mouvement plutôt pacifiste. Mais quand j'entends ce que ma grand-mère disait, je suis pessimiste et pas optimiste. Vous êtes de quelle origine? C'est compliqué. Les histoires juives sont toujours compliquées, c'est ça qu'on aime. Ma grand-mère est née à Tibériade, à Safed. Elle est enterrée à Tibériade, on est de Pologne, de Russie, d'Angleterre, de partout. Enfin, voilà. Mais mon père disait déjà à l'époque, déjà il prenait des pierres quand il allait travailler à la patrouille. Non, parce que ce que vous venez de dire, c'est très très répandu dans les pays du Maghreb. Il ne faut pas se retourner, ils vont vous planter un couteau dans le dos, donc je suis content d'entendre pour une fois que même en Pologne ça se dit. Voilà. Mais il me semble que les contacts avec les musulmans étaient limités en Pologne dans ces époques-là. Non, mais là, c'était en Israël. Non, je comprends. Il travaillait, il allait à... Oui, je vous taquinais. Enfin, je vois qu'il y a un phénomène planétaire sur cette question du couteau planté dans le dos. Alors, j'ai vu une dame avec une permission. Moi, je voulais savoir... le souhait d'Israël d'éradiquer le Hamas, on peut tous le comprendre, mais quand on voit que après Al-Qaïda, Daesh, l'État islamique, maintenant le Hamas, est-ce que vous ne pensez pas qu'une fois qu'on aura éradiqué le Hamas, d'autres mouvements vont ressurgir sous un autre nom? Donc est-ce que c'est pas pour Israël une quête sans fin, quoi? Oui, on a aussi le djihad islamique, on a aussi on en a quelques-uns, ils ont tous des noms sympathiques. Est-ce qu'on peut répondre à ces questions? Déjà, il y en a déjà des groupes des jeunes arabes et israéliens qui travaillent ensemble, qui sont pacifiques. Oui, d'accord. Moi-même, j'ai pas fait l'armée. Parce que, moi j'ai eu mon ptor, ça veut dire que j'étais pas capable à le faire, j'étais pas bien dans moi. Une dispense. Une dispense, c'est ce que j'ai eu. Et j'ai pas menti pour l'avoir, d'ailleurs. Je l'ai eu proprement. Et non, j'ai pas peur Non, pas du tout. Au contraire. Moi, comme j'ai dit avant, que moi je voulais rentrer à la maison, je voulais rentrer chez moi. J'habite dans un quartier arabe, mes voisins sont arabes, je travaille avec des arabes. Il y a eu de soucis, c'est pour ça que je ne suis pas rentrée pendant 10 jours après. C'était plutôt le souci de mon ancien copain, et il voulait que je reste avec lui, donc j'ai dit bon, ça va, je joue avec toi, je ne suis pas en mode à dire non à n'importe quoi, donc voilà. Et j'ai eu un peu peur moi-même, je suppose, ouais. Mais une fois que je suis rentrée à la maison, et déjà j'ai vu le drapeau d'Israël qui était mis que la famille arabe qui habite dans mon bâtiment, ils l'ont mis avec une grande fierté, et je l'ai parlé avec, et j'ai senti, j'ai vu mes amis, j'ai vu des gens que je suis habituée à voir, et j'ai eu plus peur parce que j'ai senti que c'était pas comme ça. À la fin, on est tous humains, on veut la même chose, on veut de l'amour, on veut être sécure, on veut être bien entre nous. Et à Haïfa, je le sens beaucoup. Et donc, je suis très contente d'être rentrée à la maison et d'être chez moi. Et non, maintenant, j'ai plus peur. J'ai peur d'un peu. Je peux pas dire que j'ai pas peur, mais c'est pas mon grand souci. Regardez, j'ai travaillé il y a 40 ans dans l'agriculture, j'avais 500 employés palestiniens derrière moi, ils ne m'ont pas tué jusqu'à aujourd'hui. J'ai travaillé pendant 6 ans à la zone industrielle d'Erez, il y avait 150 dans mon usine, 5000 autour de moi, à mon avis ils ne m'ont pas tué non plus. J'ai travaillé dans l'hôtellerie,
Il y avait 3000 employés, à mon avis, il y avait au moins 500 du personnel arabe, ils ne m'ont pas tué non plus. Je suis à Tel Aviv aujourd'hui, il y a 3 employés palestiniens, ils ne vont pas me tuer. Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que ça peut arriver? Oui, il y a des terroristes partout dans le monde entier, pas qu'en Israël malheureusement. On ne peut pas vivre dans la peur toute notre vie. Il faut savoir que si les gens ont une vue économique, une vue pour leurs enfants et pour leur famille, et il y a de quoi faire à Gaza. Les plages de Gaza, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est les plages les plus belles dans la Méditerranée, mieux que l'Italie, mieux que la Grèce, mieux que la Chypre. Et malheureusement, ils n'ont pas été capables de développer le tourisme à Gaza. Ils ont préféré faire un métro sous la terre. S'il y aurait eu un port à Gaza, le port de Haïfa et de Ashdod ne travaillerait plus du tout dans le Moyen-Orient. C'est peut-être bien d'un côté, mais il faut comprendre que ça dépend des gens qui gouvernent les peuples, et les gens, ils doivent prendre leurs décisions. On ne peut pas décider pour les Palestiniens qui va les gérer. Vivre dans la peur, non. Mais il faut arriver à comprendre que notre vie, elle dépend de nous aussi. Je parle avec tout le monde, je peux parler dans n'importe quel langage, et il faut répondre aux gens, il faut savoir leur répondre aux questions. C'est pas toujours facile, il y a des réponses à mon avis. Le problème, c'est que les gens, ils sont ignorants, ils ne comprennent pas, ils savent pas de quoi ils parlent. Noa Tishby, elle fait des interviews aux États-Unis, elle a posé des questions aux gens dans des manifestations, ils savent pas où c'est la mer à Tel Aviv. Ok? L'ignorance, c'est notre problème. Notre but est de parler, d'expliquer, dans les communautés juives aussi, a priori pas que dans les communautés juives, et essayer de faire comprendre aux gens qu'ils doivent eux aussi parler avec leurs amis, leurs familles, etc. On parlait il y a quelques jours, si vous connaissez 5 ronds autour de vous, vous arrivez partout dans le monde. Donc à mon avis, ici on peut arriver partout dans le monde. Il y a aujourd'hui en Israël, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas été touchée par le 7 octobre. Ça peut être personnellement, ça peut être impersonnellement. Même dans cette salle, je suppose qu'il y a des gens qui ont de la famille ou des amis qui sont décédés, assassinés, etc., etc. On peut utiliser notre force, elle est ensemble, et s'aider les uns aux autres, essayer de mettre de côté certaines idées qui sont problématiques, et on arrivera mieux, c'est sûr. Alors on se rapproche de la fin de la soirée, mais on va prendre encore 1 ou 2 questions. Ah, pardon, oui, la dame. Tu réponds, je réponds? Ok. Quand on rentre en guerre, on définit des objectifs. Et l'objectif qui a été fixé par Tzahal et le gouvernement de l'État d'Israël, c'était effectivement la destruction totale du Hamas. Et la question qui s'est posée de suite, en Israël et dans le monde, est de dire, on peut peut-être détruire l'appareil militaire du Hamas, mais est-ce qu'on peut détruire l'idée de ce que représente cet islam Il y a un moment où mon lexique est limité. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais plus ce que ça veut dire radical. Ça veut dire on a dépassé le radical. Bon. Je pense qu'on a dépassé totalement. Ça veut dire, quand on voit ce qu'on a fait à des enfants, des bébés, des femmes, des personnes âgées, etc. Donc, c'est ça notre problème. Je pense qu'Israël a besoin d'une victoire symbolique. Il faut qu'on attrape ces noirs. Ça, c'est dans le symbolique. Et c'est très très important. Parce que sinon, tous ces jeunes... Oui, si vous voulez par là, c'est... Tout à l'heure, les jeunes m'ont dit, mais ça ne fait pas de la peine, tous ces jeunes qui tombent, tous ces jeunes soldats, mais bien sûr.
mais en même temps, ils se battent pour leur pays, pour leur idéal. On est dans une Milchemet Kodesh, on est dans une guerre de défense de la terre d'Israël. On a besoin de victoires symboliques, que les otages rentrent à la maison, que les dirigeants du Hamas et tous les assassins qui ont commis ce qu'ils ont commis soient éliminés ou arrêtés. Mais l'idée de ce terrible islam qui se nourrit de la mort, c'est ça qui risque de continuer, en portant d'autres noms et en... Et c'est cela la question, mais cette question, encore une fois, ce n'est pas la question d'Israël, c'est la question du monde entier. Je présente, tout à l'heure, je faisais visiter à nos hôtes un peu la vieille ville, et je leur ai parlé du marché de Noël, et je leur ai dit qu'ici, il y a eu aussi un attentat. Ça veut dire, encore une fois, personne n'est à l'abri nulle part dans le monde aujourd'hui. En priorité les Juifs, et pas que les Juifs, donc c'est le problème du monde. Et quand c'est le problème du monde, ça ne peut pas fonctionner en même temps. Il faut dire et faire des choses extrêmement précises, et c'est une bataille terrible, mais il faut mener cette bataille. Et à cela, je sens qu'un certain nombre de dirigeants du monde ne sont pas prêts à la mener, en ayant des visées électoralistes qui vont se retourner contre eux. Et Mélenchon et Macron pensent qu'en ménageant la chèvre et le chou, ils vont régler le problème. Ça ne marchera pas parce que dans les banlieues, on sait quels sont le discours. Enfin, vous connaissez ça ici avec la fête du 31 décembre et combien de voitures on brûle, etc. Ça a commencé ici, si mes souvenirs sont bons. À mon avis, c'est des vendeurs de voitures qui ont dû mettre au point ce truc-là, c'est pas possible. Je sais qu'il y a quelques juifs qui travaillent dans ce domaine-là. Mais plus sérieusement, vous pensez que, et ça remonte à longtemps, vous pensez que quand on allait résoudre le problème des banlieues en organisant des grandes fêtes musicales à la Concorde avec des organisations dites antiracistes, si au lieu de mettre cet argent dans des concerts, on avait réfléchi et travaillé, peut-être qu'on aurait autre chose aujourd'hui qu'un certain nombre de mosquées radicales. Et encore une fois, il ne faut pas englober, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les imams, c'est pas tout, mais il faut prendre des décisions. La France a pris une décision, a viré un imam, il en reste combien? Radical. Il en reste combien des radicaux? Donc c'est ça la bataille, mais c'est la bataille du monde, pas que d'Israël. Il y avait une question. Oui. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos témoignages parce que les déportés de la Shoah ont mis des années à parler. Et vous n'avez pas hésité à venir témoigner tout de suite de ce qui s'est passé. Bien sûr, on en avait pris la mesure, mais on a en plus maintenant une émotion très forte quand vous avez parlé tous les deux. À propos de la Shoah, nous avons grandi ici à quelques minutes de l'Allemagne. Et nous sommes tous pratiquement ici dans cette salle issus de la deuxième ou troisième génération après la guerre. Et on a grandi avec cette idée, ce concept que les Allemands c'était les méchants, que les nazis c'était bien sûr des barbares, et que ça a mis extrêmement longtemps jusqu'à ce qu'on puisse accepter, je pense que l'Union européenne y est pour quelque chose, qu'on puisse accepter d'aller en Allemagne. Moi personnellement j'y suis allé seulement il y a une dizaine d'années pour y séjourner, j'avais jamais mis les pieds. Quand on parle de cette guerre, et je fais volontairement le parallèle avec la Shoah, lorsque les Américains avaient débarqué, les nazis continuaient à exterminer les Hongrois. Lorsque les Américains ont débarqué, Das Reich, qu'on avait envoyé pour combattre les Américains, s'est arrêté dans toutes ces villes martyrs pour tuer des Juifs, pour tuer des innocents. Je ne pense pas qu'on puisse parler aujourd'hui du jour d'après. On est en guerre, enfin Israël est en guerre, et le premier objectif c'est de gagner cette guerre avec la libération des otages, comme vous l'avez dit, et l'élimination du Hamas. Et je ne pense pas qu'on puisse déjà trop tôt, si tôt, parler du jour d'après. Je pense qu'il faut s'inscrire dans le long terme et prendre le temps pour parler de paix, de deux États, etc. Et il faut laisser faire le temps. Mais je parlais tout à l'heure des déportés qui ont mis beaucoup de temps à parler.
Je veux aussi penser aux Hayalim, aux soldats qui sont tombés, ils sont nombreux, et aux 1200 victimes. Et on a l'habitude de dire que ces gens qui sont morts, c'est pas pour rien. Donc pour que leur mort, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas de sens, mais pour que leur mort puisse servir à l'avenir, ma question, comme je disais tout à l'heure Jean-Charles, avant de poser la question, je voudrais dire quelques mots. Ma question, c'est particulièrement à Yael, qui, je souhaite, fondera une famille, aura des enfants. Et à Patrick, pour ses petits-enfants, qu'est-ce que vous allez leur raconter de cet événement du 7 octobre qui restera gravé dans notre histoire, comme la destruction du temple ou d'autres, ou Babillard, ou d'autres événements? Qu'est-ce que vous allez leur raconter pour qu'ils puissent construire à partir de ces témoignages? Wow. C'est une très bonne question, c'est quelque chose que je n'ai même pas pensé moi-même. Oui. Je vais leur raconter la vérité, je vais leur raconter mon histoire. Je ne sais pas exactement. C'est quelque chose qui est très dur pour moi à capter, que j'ai vécu quelque chose de très grand et historique. Je n'ai pas encore pensé à comment je vais raconter à les autres générations. Je vais dire ma vérité c'est ce que je viens de dire à vous aussi. Donc je vais raconter mon histoire. J'espère que les temps vont être un peu différentes. J'espère que je pourrais dire avant il y avait Hamas, il y avait une organisation de terror et des trucs comme ça, et ça n'existerait plus. On ne sait jamais. Je crois que ça va être dépendant de notre réalité dans quelques ans. Ziv, qui a été assassiné, son rêve c'était de construire un nouveau quartier avec ses amis en Iran, de construire lui-même ses maisons. Et Tal, son frère, qui est à l'armée, a décidé d'aller habiter dans la maison de Ziv, dès qu'on pourra retourner chez nous. Mon rêve, c'est que mes enfants habitent à côté de chez moi et mes petits-enfants pourront venir à pied sans avoir peur à ma maison. C'est ce qui s'est passé avant le 6 octobre. Les petits-enfants allaient chez leurs grands-parents. Aujourd'hui, c'est très difficile pour les gens qui ont des petits-enfants de revenir et de les faire venir chez eux à la maison. On a le temps peut-être de trouver une solution, mais il faut commencer à parler. Ça, c'est la chose la plus importante. Les gens posent des questions et les choses n'aiment pas. L'islam qui existe aujourd'hui, c'est l'islam du Hamas, c'est pas l'islam exact. Même eux, ils n'ont pas compris. On était à Tel Aviv, un chauffeur de bus nous a pris de Rat, c'est une ville bédouin. Lui-même a dit, l'islam c'est pas ça. L'islam ne tue pas des bébés. L'islam ne tue pas des femmes et des enfants. L'islam se bat s'il y a la guerre. Soldat contre soldat, il n'y a pas de problème. Le problème, cette année, le 7 octobre, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont attaqué des populations civiles. Et tout a changé dans la pensée des gens. Et il faut savoir que, en fonction de ça, on doit changer notre pensée aussi. Vivre avec des groupes islamiques extrémistes, c'est pas important qui c'est. On ne peut pas penser d'une façon européenne ou moderne. Ils sont dans un autre endroit. Et c'est pas évident à faire. Les Américains ne savent pas faire. Regardez ce qu'ils ont fait dans tous les pays où ils ont été et ils sont sortis et combien de gens sont morts, malheureusement. Le Moyen-Orient, c'est un endroit problématique. Moshe Rabbeinu, il est venu ici. Ben Gurion, il nous a fait un État, etc.
On aurait dû prendre d'autres décisions à l'époque. Maintenant, c'est aussi des choses qu'on peut pas changer non plus. Les gens prennent des décisions, ils se trompent, ça peut arriver. Maintenant, il y a des décisions à prendre, malheureusement. Il faut savoir ce qu'on peut faire. Et plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Est-ce que ça peut être rapidement? À mon avis, non, mais il faut commencer. Alors, ma dernière question, c'est Madame Lago, on vous écoute. Ma question est la suivante. Merci beaucoup d'avoir fait vos interventions qui sont plus que touchantes et on ne peut rester pratiquement que silencieux. Silencieux parce qu'on a peur, silencieux parce qu'on a mal, silencieux parce qu'en nous entendant, on est touché au plus profond de nous-mêmes en disant mais comment on peut faire? Quoi qu'il en soit, l'antisionisme actuellement c'est de l'antisémitisme. Un antisémitisme qui n'est ni français ni européen, mais qui devient mondial, et qui est mondial. Quand on voit des organismes comme le DDF qui sont en train d'agir pour essayer justement d'avoir une autre communication, vous a posé la question tout à l'heure, comment communiquer? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une autre communication telle que les témoignages que vous êtes en train de nous donner pour qu'effectivement le discours change? Est-ce qu'on ne peut pas aller contre des gens qui ne veulent ni entendre ni voir? Donc il y a à travers le réel, les faits et les discours. Donc je rejoindrai le monsieur qui est intervenu tout au début en disant pourquoi n'organisons-nous pas à l'extérieur de notre communauté des témoignages comme ça, qui ne demandent que le silence et qui ne peuvent qu'apporter un soutien, parce que l'être humain reste quand même ce qu'il est. Voilà ma question, et merci. C'est pas une question, c'est un programme. Je pense que c'est important. Je travaille beaucoup avec Franck Tapiro. Je travaille beaucoup avec lui. Je vais vous dire, je ne suis pas féministe, comme disait une copine à nous, parce que ma femme ne le veut pas. J'ai regardé les images de la manifestation du 8 mars. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais c'est à hurler. Quand on voit ce que les femmes ont subi, ce que les femmes doivent être en train de subir en ce moment en tant qu'otages. Et où sont toutes ces bonnes âmes? Et où sont tous ces gens? Donc encore une fois, il faut faire ce travail, effectivement. Il faut aller expliquer. Et il faut continuer. Mais en même temps, c'est le tonneau des Danaïdes. C'est le sentiment que j'ai. Mais en même temps, je suis optimiste. C'est ça l'éducation. On va continuer à renverser, à mettre des seaux d'eau dans un tonneau qui est troué, mais on n'a pas le choix. D'abord parce que c'est cela, être le Ham Israël, puisque notre mission c'est d'être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Donc nous avons une responsabilité par rapport aux nations. Donc nous devons faire ce travail-là, mais en même temps, je sais que des générations vont s'épuiser à cela. Mais il faut continuer effectivement le combat. Et il y a beaucoup d'initiatives. Moi je vais vous dire, ce sentiment d'optimisme. J'ai vu la société, je l'ai dit déjà, les citoyens israéliens, les citoyennes, les gosses en Israël se mobiliser de manière absolument incroyable. Mais je fais partie de, vous savez, il y a une maladie nouvelle qui s'appelle les groupes WhatsApp. Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai plein. Je suis sur les groupes du collectif du 7 octobre. Ce sont des individus, des personnes qui viennent de nulle part et de partout, qui n'ont pas supporté ce qui s'est passé, qui ont pris. Alors il y a aussi des tensions, parce que ce sont des bonnes volontés. Baruch Hashem, on a affaire à des êtres humains et à des juifs, donc il y a de la bagarre, Baruch Hashem, lo chasser. Ça ne manque pas. Mais en même temps, ils prennent des initiatives. Aujourd'hui, il y avait une manifestation des avocats contre l'URNVA, je ne sais pas si vous avez vu, devant le Sénat. C'est-à-dire que ce sont des gens, et c'est une question qu'il faut que nous, les organisations
sionistes, les organisations communautaires, aujourd'hui, ce sont des milliers de bénévoles, de gens qui n'étaient pas connus, qui ont pris cela en main et qui se battent. Franck Tapiro, jusqu'au 6 octobre, qu'est-ce qu'il en avait à faire de la communauté juive de France? Rien. Et tout d'un coup, il a trouvé que c'était insupportable. On a vu les prises de parole d'un certain nombre de gens qui ont été très clairs, y compris des voix de non-juifs. Un certain nombre d'acteurs, beaucoup se sont tus et beaucoup, maintenant c'est devenu la mode, quand vous recevez un prix, une statuette de cinéma, vous êtes obligé de cracher sur Israël, comme si ça allait remettre en question le fait qu'ils avaient déjà reçu leur statuette. Bon, c'est un peu la mode, y compris même chez certains juifs. Allez voir le film de Jonathan Glazer, puisqu'on parlait de Shoah, il est absolument extraordinaire, mais n'écoutez pas son discours aux Oscars. Vous n'avez pas aimé son film, madame? Non? Ou c'est la personne qui vous dérange? C'est parce que la personne me dérange que je n'ai pas aimé. Non, je parlais à la dame là-bas aussi, donc j'ai un écho, c'est bien. Hein? Vous écoutez jamais du Wagner? Moi j'aime bien. Ok, donc on va pas relancer un vieux débat. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il faut continuer à mener la bataille. Chers amis, je crois qu'on a annoncé la dernière question. Je voudrais sincèrement vous remercier d'être venus ce soir. Vous êtes fait un peu du mal, mais en même temps peut-être qu'on en avait tous besoin de parler ensemble, de dialoguer, d'entendre les histoires qui ne sont pas des contes, ce sont des réalités qui se sont déroulées il y a quelques jours avec des plaies qui sont encore béantes et ouvertes, vous l'avez entendu. Et je pense que le fait que vous soyez venus permet à mes voisins de droite et de gauche d'être un peu allégés en sentant cette chaleur du peuple d'Israël qui est avec nous, qui est avec eux. Et je pense que c'est très, très, très important. En tout cas, je vous remercie, je remercie la communauté de Strasbourg. Et si vous êtes d'accord, tu veux dire quelque chose? Oui, je veux dire quelque chose. Je veux ajouter quelque chose parce que c'est important pour moi, c'est pour la mémoire de Shalom Dagan, le frère de ma copine du Nova, que pendant que nous on s'est échappé, il était assassiné pendant son service, le 7. Et Benny Weiss, mon ami, qui lui aussi il est mort après en entrant à Gaza. Et voilà. Shem Dama. Et c'est exactement ce que j'allais dire, mais sous une autre forme. Si le grand rabbin est d'accord, je voudrais, s'il vous plaît, qu'on dise une tfila, une ashkaba, pour Ziv, pour tous ceux qui ont été sauvagement assassinés, et pour tous ceux qui sont morts, et pour tous les soldats, tous ces jeunes gens qui chacun d'entre eux représentait un monde, des garçons, des filles, et qui ont été assassinés, et surtout, et aussi, pas surtout, pour le retour des otages, parce que tant qu'il en manquera un, le peuple juif ne sera pas au complet, et cette idée-là est insupportable. Monsieur le rabbin. Oui. Ok, alors en attendant que le papier de la tfila arrive, je voudrais peut-être juste dire un mot qui me paraît aussi important. On ne fera pas revenir Ziv, Zichrono Livracha, on ne fera pas revenir tous ces gens qui ont disparu, mais on a, nous, la charge de ce qui s'appelle le travail de mémoire. Ce n'est pas le devoir, c'est le travail de mémoire. Et la question va être de dire comment nous allons, effectivement, on va se retrouver bientôt autour de la table de Pessah, et tu le raconteras à tes enfants. Et donc nous avons la responsabilité de le raconter à nos enfants. Et vous savez que enfant, c'est jusqu'à très âgé à notre époque. Phénomène Tanguy comme ça. Donc je crois que nous avons quelque chose de très important, c'est la manière d'honorer. Les collectes, c'est très important. Mais je crois aussi qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Et parce que nous avons encore des témoins vivants.
et qu'il faut effectivement il faut en profiter. Ça, c'est notre responsabilité collective et il va falloir aussi prier. Et en particulier faire une prière pour que nos dirigeants prennent les bonnes décisions. Je n'aimerais pas être à la place d'un certain nombre de nos dirigeants politiques et militaires qui, toutes les minutes, doivent prendre des décisions graves et lourdes, mais ils doivent le faire. Et ils ont le droit de se tromper parfois, à condition qu'ils corrigent dans la minute d'après, dans la décision suivante. Nous devons prier pour qu'ils prennent les bonnes décisions. רחמים שויכן במרוימים המצא מנוחו נכוינום תחת כנפי השכינום במעלו יישא קדושים וטהורים כזויה רוקיים מה זה הירים לנשמויס כל חללי פעולות האיבה ובתוכם אנשים ונשים, ילדים וילדות שנהרגו ושנרצחו ושנטבחו על ידי מחבלי החמאס, יימח שמם וזכרם, ובתוכם זיו בן תמר ודוד, בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם בגן עדן מנוחתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמם, ויצרור בצרור החיים אס נשמויסם. אדוני יונחל עושם ינוחו בשלום על משכבם, יעמדו לגאולם לקץ היומין, ונאמר On va faire une fila pour les chayalim et pour les חטופים. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור את חיילי צבא הגנה לישראל, שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ובכל מקום שהם ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים בפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילים מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויתרם בכתר ישועה ועטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור וינצור את נדרי צבא ההגנה לישראל ואת השבויים ואת כל החטופים בתוך שער אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה. בעבור שהקהל מתפלל בעבורם, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושך וצל מוות, ומסורותיהם ינתק,
וממצוקותיהם יושיעם וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם. יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ויקוים בהם מקרא שכתוב, ובדויה אדוני ישובון וערו ציון ברינה בשמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונשאו יגון והנחה, ונאמר אמן. Voilà, on va terminer par תפילה בשלום המדינה. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה בדרת חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועצה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגין ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ותרת ניצחון תעתרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, ואת אחינו כל בית ישראל פקודנה בכל ארצות פזוריהם, ותוליכם מהרה קוממיות לציון עירך ולירושלים משכן שמך, ככתוב בתורת משה עבדך, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם ייקחך. והביאך אדוני אלוהיך על הארץ אשר ירשו אבותיך וירשת, והיטיבך והרבך מאבותיך, ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולשמור את כל דברי תורתך, ושלח לנו מהרה בן דוד משיח צדקך לפדות מחקקץ ישועתך, הופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, אמן סלם.